Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais me présenter. Je suis Baptiste Stivol. Je suis responsable de la société Linagora ici au Canada. Aujourd'hui, je vais aborder le thème des logiciels libres pour un numérique éthique. Je vais d'abord, vous parler de qu'est-ce que c'est selon nous le numérique éthique et pourquoi, pour faire du numérique éthique, on a la nécessité de passer par les logiciels libres. Ensuite, je vous parlerai des projets de l'Inagora, qui sont des projets libres et qui se rapportent au numérique éthique. Donc, on passera en revue OpenPass, qui est notre logiciel de collaboration d'entreprise, qui est un peu un Office 365 open source. Et ensuite, on parlera de Linto, qui est notre assistant personnel en entreprise, qui est aussi 100% open source et indépendant des GAFAM. Donc, pourquoi les logiciels libres permettent le numérique éthique ? La première raison, selon nous, un numérique éthique, c'est un numérique divers. Un numérique divers, pourquoi les logiciels libres offrent en fait cette possibilité de diversité, selon nous, c'est parce que ça offre une pluralité et une indépendance vis-à-vis des fournisseurs actuels ou communs, qui sont souvent des fournisseurs de logiciels propriétaires. Donc, de cette manière, en fait, on évite les pratiques commerciales et agressives de certains éditeurs. Ensuite, on évite l'enfermement et le menottage informatique. Ensuite aussi, ça permet la remise en place de la concurrence et ça permet la création d'une dynamique de marché. Et enfin, ça permet une diversité de contenus et de points de vue. Donc, ce qui permet, en fait, ça fait un avantage, ça fait une multitude d'avantages qui sont devenus, en fait, selon nous, qui sont plus déterminants que la notion d'économie. C'est pour ça qu'on retrouve, en fait, auprès de nos clients et des entreprises qu'on démarche et d'une manière générale, des entreprises publiques et privées, un fort intérêt pour les logiciels libres et pour l'acquisition d'une indépendance technologique. C'est vraiment être maître de ces données, utiliser des standards, pouvoir et réutiliser pour pouvoir évoluer en fait dans le temps sans en fait être soumis à des obligations qui sont liées à des éditeurs qui offrent des outils qui sont complètement fermés, qui n'utilisent pas des standards, etc. Ensuite, la deuxième raison, la deuxième chose selon nous pour le numérique éthique, c'est un numérique inclusif. Donc un numérique inclusif. Pourquoi les logiciels libres permettent de faire du numérique inclusif, si je puis dire, c'est pour trois raisons principales, donc trois différentes libertés. La première liberté, c'est la liberté d'utilisation et la maîtrise du déploiement des outils en interne, au sein de ces systèmes d'information. La maîtrise des versions utilisées aussi. On n'a pas un éditeur qui va nous obliger à monter sur une version différente alors qu'on n'en a pas besoin, alors que notre système d'information n'est pas prêt, alors que l'ensemble de nos autres outils, eux, ne vont pas monter de version et qu'on va en fait avoir des problématiques de compatibilité. Donc ça, avec le logiciel libre, on va pas avoir ces problématiques-là. Donc, problème des versions utilisées, donc version déterminée, on peut aussi se permettre d'activer ou non certaines fonctionnalités. On a des logiciels qui sont plus agiles que les logiciels propriétaires et qui répondent pour la plupart du temps à des besoins très précis et uniquement à nos propres besoins, en fait. Ensuite, on a la liberté de modifier et de redistribuer le code. J'ai donné l'exemple, par exemple, en forkant, on peut faire des forks de projets qui nous intéressent, mais si on n'est pas d'accord dans quel sens va la communauté, on peut se permettre de reprendre le projet et d'aller dans un sens différent. C'est un droit qu'offre le logiciel libre. Et ensuite, on a aussi la liberté de diffuser ce logiciel et ce code source. Donc, par exemple, en utilisant l'outil Git et GitHub, qui est la référence sur le marché, là où vous trouvez la majorité, si ce n'est la totalité des projets open source qui existent de nos jours. Donc, de ce fait, grâce à ces différentes libertés, on remarque donc qu'il y a la suppression des barrières, et donc ce qui rend, en fait, ça permet d'offrir en fait aux clients du logiciel libre un numérique inclusif. Ensuite, troisièmement, on va avoir donc selon nous un numérique loyal. Donc le numérique est loyal à travers le logiciel libre parce que on a la quatrième liberté, qui est la liberté d'étudier le code source, d'étudier les algorithmes. Par exemple,
via l'utilisation des logiciels libres, on peut aussi se permettre de vérifier que les algorithmes sont loyaux. Donc, par exemple, moi, si j'ai consulté hier sur Internet des montres de luxe, je veux pas que quand j'aille réserver mon billet de train ou mon billet d'avion, il soit plus cher que mon voisin qui a consulté des montres pas de luxe ou autre chose. Et en fait, le logiciel libre, ça permet de vérifier les algorithmes qui sont utilisés dans les logiciels et dans les outils qu'on utilise au quotidien, afin de vérifier qu'il n'y a pas d'utilisation des données personnelles, qu'il n'y a pas d'adaptation en fonction, etc. Ensuite, plus un logiciel libre est divulgué, plus il y a plus c'est une vitrine pour ses concepteurs, ce qui permet ensuite en fait donc d'avoir quand même tout de même un modèle d'affaires. On peut être une compagnie spécialisée dans les logiciels libres, avoir un logiciel spécifique qui est un logiciel 100% libre et quand même vivre de ce logiciel. Donc plus le logiciel libre il est divulgué, plus il y a une vitrine pour ses concepteurs. Le code source, il est cependant lisible par tous, donc il peut être amélioré, il peut être soumis à critique aussi, etc. Et les mérites sont manifestes, donc la plupart des gens de la communauté savent reconnaître les mérites des personnes qui développent ces logiciels libres. Donc, ce qui nous donne en fait donc un numérique loyal par la vérification et par la transparence. Ensuite, en quatrième point, le numérique, selon nous, le numérique éthique, c'est aussi un numérique commun. Donc, comment les logiciels libres permettent de créer ce numérique commun? Donc, par exemple, dans un premier temps, dans le cas de contribution ou d'utilisation des logiciels libres par les organismes publics, on a un meilleur usage de l'argent public qui est fait, contrairement si les gouvernements ou les entreprises publiques souscrivent à des offres ou des logiciels propriétaires. Là, on a du développement qui se fait, qui est beaucoup plus facilement partageable au niveau de différentes entités d'un État, et ensuite qui permet donc d'être réutilisé par aussi les citoyens ou même les entreprises du pays qui les a utilisés. Donc, quand par exemple le citoyen il paye ses impôts et que son service public utilise le logiciel libre, si lui par exemple à côté le citoyen qui a payé ses impôts il a monté une entreprise en logiciel libre, et ben il va bénéficier de l'argent en fait qu'il a payé de ses impôts qui ont été utilisés. Il en bénéficiera pas si les entreprises souscrivent à des logiciels propriétaires, puisqu'il pourra pas bénéficier en fait de la recherche et du développement qui auront été faits par ces entreprises propriétaires. Ensuite, on a les formats et les protocoles qui sont standards et ouverts. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui facilite le partage et l'échange, donc qui facilite le commun. Ça, on évite donc de devoir réinventer la roue. On peut inventer une meilleure roue plutôt, au lieu d'en inventer une basique toute neuve et qui marche pas très bien. Et ben on peut inventer une meilleure roue et ça fait pour l'innovation en fait ça porte les projets et c'est accélérateur. Ensuite, on est aussi sur un modèle gagnant-gagnant, parce que plus on a d'utilisateurs, plus on a de contributeurs, plus on a donc de fiabilité, parce qu'on a plus, comme j'avais dit précédemment, plus on a de vérification, etc. Plus on a de fiabilité, plus on a de confiance, et donc plus on a d'entreprises, plus on a de gouvernements, plus on a de services publics, de municipalités qui ont confiance et qui utilisent, qui se tournent vers le logiciel libre. Ensuite, on a aussi des valeurs communes qui sont les valeurs décrites précédemment de partage, etc. Ensuite, ça aussi permet de faire travailler en majorité les équipes locales, parce que pour les travaux, l'implémentation des logiciels libres au sein des structures et des entreprises, on a en grande majorité des besoins importants d'intégration et donc ça nécessite l'intervention de compagnies expertes au sein des entreprises qui veulent développer ou intégrer ces logiciels libres dans leur système d'information, ou même des recrutements en interne de personnes qui auront ces compétences. Donc, de par ces différents points, on participe à la création du bien commun. Enfin, la dernière raison pour laquelle le numérique est éthique selon nous via le logiciel libre, c'est parce qu'il est respectueux de la vie privée. Donc les logiciels libres sont pour la plupart indépendants. On a, en tant qu'utilisateur de logiciels libres, en tant qu'utilisateur personnel ou en tant qu'entreprise utilisatrice du logiciel libre, la faculté, le choix de choisir son lieu d'hébergement
ou de son service ou de ses données. On a la possibilité d'installer tel logiciel libre en info nuagique sur ses propres serveurs ou l'installer sur ses serveurs privés, etc. On peut rester maître de ces données. Et ensuite, on a également de nouveau le format et protocole ouvert. C'est de par l'utilisation de ces formats et de ces protocoles ouverts, l'utilisateur est certain de pouvoir accéder en tout temps à ces données, de pouvoir modifier et diffuser ces contenus. Il ne sera pas en fait soumis à l'utilisation d'un logiciel tierce parce que ces données lui ont été fournies dans un format qui n'est pas ouvert, etc. Donc ça, c'est un atout pour la pérennisation des données. On a ces données, on les garde, disons, au long de sa vie, si on a envie, et elles sont toujours utilisables. Et les nouvelles technologies libres qui apparaissent après, on va être capable de les lire et on va être capable de les intégrer. Donc c'est de grosses facilités dans la migration des données, avec l'évolution rapide des technologies de l'information, comme il se passe en ce moment, et la multitude de nouveaux services et de nouveaux outils qui se développent chaque année. Et on est très content de pouvoir facilement migrer en fait ces données d'un logiciel libre à un autre logiciel libre qui aurait été développé un peu plus tard. Donc maintenant, je vais vous parler de l'Inagora et de nos projets pour un numérique éthique. Je vais d'abord commencer par vous parler de l'Inagora brièvement de manière générale. Donc nous, l'Inagora, on est une compagnie qui, grâce à nos logiciels et nos services, offre aux grandes organisations publiques et privées le moyen de développer leur indépendance technologique. Donc, comment on fait ça? Donc, nous, notre modèle d'affaires, on offre des services et on fait seulement des services, des logiciels qui sont 100% libres et gratuits. On n'a pas d'offre freemium, c'est-à-dire ou open core. On fait vraiment du 100% communautaire. Donc, la totalité du code de nos logiciels est disponible sur GitHub et on n'a pas de version de modules qui auraient des licences propriétaires et qu'on essayerait en fait de vendre à nos clients. Nous, on vend du conseil, on vend de l'intégration, on va aussi faire du développement complémentaire. Le développement complémentaire sera aussi, lui, 100% libre et gratuit, c'est-à-dire que c'est les conditions pour nous quand on va contracter avec un client, s'il a besoin d'un nouveau module, la condition c'est, ok, vous en avez besoin, mais la communauté en a peut-être besoin, donc le module développé en question sera également sous licence libre. Ensuite, on a des offres en info nuagique. On est par exemple, notre logiciel OpenPass, dont je vous parlerai tout à l'heure, est disponible sur le catalogue d'offres info nuagique du CSPQ, donc disponible à l'ensemble des services publics québécois. Donc vous pouvez contracter en fait avec l'Inagora de gré à gré pour souscrire en fait à notre plateforme de collaboration. Et ensuite, on offre aussi également du support technique. On a un catalogue de 400 logiciels libres que l'on supporte. Donc, l'Inagora, on a un acteur mondial des logiciels libres. Donc, avec la société mère qui se trouve en France et le gros des effectifs qui se trouve également en France. Et on a également des sociétés et des filiales à l'étranger, une en Tunisie, une au Vietnam et une ici au Canada qui a ouvert en 2013. Voilà, on est l'éditeur des logiciels libres suivants. Donc on a l'InID, l'InPKI qui sont respectivement des suites d'identité et des suites de sécurité. Les suites d'identité étant basées sur tout ce qui est le protocole LDAP. Donc on va faire la promotion de OpenLDAP, on va faire la promotion de LemonLDAP qui est un WebSSO. On a également aussi développé par-dessus des logiciels libres comme l'InID Directory Manager qui permettent de gérer plusieurs annuaires LDAP, une interface web via une interface web, etc. La suite LINPKI ça correspond à plusieurs logiciels d'identité. Par exemple, on intègre dans celui-ci EJBCA, qui est un logiciel qui permet la génération de certificats VPN, etc. Ensuite, on a l'InShare. Ça, c'est un outil de partage de fichiers et de pièces jointes volumineuses. Donc l'InShare est, si je puis, un Dropbox 100% libre et gratuit. Il vous permet donc de stocker à la fois vos fichiers, de les partager avec des tiers internes ou extérieurs sans limite de taille. Il y a également des petits plugins qui sont offerts pour Outlook et pour Thunderbird, ce qui fait que vous pouvez en fait à l'intérieur de votre client de messagerie, par exemple, cliquer sur envoyer et partager, et peu importe la taille de votre pièce jointe, en fait, elle sera envoyée via l'InShare. Donc concrètement,
normalement l'utilisateur ou la personne à qui vous enverrez votre pièce jointe recevra un lien qui l'emmènera sur la plateforme Linkshare. Si elle n'a pas de compte sur cette plateforme, elle recevra un lien puis un autre courriel avec un mot de passe. Elle lui permettra de télécharger en fait ces fichiers. Donc on peut imaginer, on a des entreprises qui sont par exemple dans le domaine de l'audiovisuel qui utilisent Linkshare pour le partage et le transfert de fichiers de plusieurs centaines de gigas. Ensuite, on a Petals qui est un USB distribué. Ensuite, on a OBM qui est notre logiciel de messagerie, agenda et contact. Et enfin, on a le dernier qui est OpenPass, qui est donc logiciel de collaboration, suite d'entreprise, donc qui offre les services de courriel, agenda, contact, visioconférence, suite bureautique. On a également messagerie instantanée, communauté, donc réseau social d'entreprise, module sondage aussi également. Ensuite, notre deuxième corps de métier, c'est l'assurance logicielle. Comme je vous le disais précédemment, on a un catalogue de 400 logiciels libres qu'on édite, qu'on supporte. Quand je vous parle de support, on a différentes offres qui peuvent être du support seulement en jour ouvré, des supports seulement pour toute la semaine, H24, etc. Ensuite, on va avoir différentes possibilités dans ces supports. Ça peut aller par exemple de la correction de bugs, ça peut aller, on peut également faire du développement de modules complémentaires, on peut aussi faire de l'accompagnement sur les montées de versions, etc. C'est via en fait cette offre de support qu'on est contributeur aussi sur une multitude de projets libres qui ne sont pas des logiciels Linagora, si je puis dire. Par exemple, on a des core développeurs sur LibreOffice, des core développeurs sur Lemon LDAP aussi, etc. Et ensuite, on a une partie service, donc où on offre des services de conseil qui peuvent être juridiques, qui peuvent être stratégiques, qui peuvent être techniques, etc. On a également une partie formation, une partie studio. Donc là, on travaille plus sur le développement d'applications mobiles, de sites web, basés sur des technologies libres. Donc, par exemple, pour le site web, on va pouvoir se baser sur des CMS comme Drupal ou WordPress. Et donc, on travaille sur ces sujets-là. Donc, une entreprise qui a 18 ans et qui compte à l'heure actuelle à peu près 200 employés dans le monde. Maintenant, je vais vous parler du coup d'OpenPass. Donc OpenPass, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme proposant des services innovants et collaboratifs. On peut la voir comme deux choses. On est à la fois une plateforme de collaboration tout en un, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle on a développé en fait une multitude de services qui sont les services de collaboration d'entreprise que j'ai cités précédemment, à savoir courriel, agenda, contact, visioconférence, messagerie instantanée, partage de fichiers et suite bureautique entre autres. Donc, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités standards d'OpenPass. Mais du fait que ce soit une plateforme libre et gratuite et que ce soit une plateforme ouverte, ça permet aussi d'avoir une solution qui est évolutive et qui permet la mise en place de plateformes sur mesure. Donc, tout ça, ça passe par le biais d'API et d'API ouvertes. Et en fait, vous pouvez avoir installé en fait OpenPass chez vous et travailler sur la connexion via des API ouvertes à votre système legacy, votre système historique d'entreprise. Vous avez la possibilité aussi de développer des modules métiers, par exemple, pour interfacer la gestion des payes avec la comptabilité, etc. Ça offre une multitude de choses. Tout est ouvert et documenté sur Internet, c'est ce qui permet en fait de justement d'avoir un logiciel qui est complètement scalable, si je puis dire. Voilà. Brièvement, donc voilà à quoi ressemble l'architecture d'OpenPass. C'est vraiment un schéma très haut niveau. Donc vous voyez en haut les services qui vous sont offerts. Donc boîte de courriel unifiée. Donc possibilité d'avoir plusieurs boîtes de courriel qui apparaissent dans le même fil. Possibilité aussi d'ajouter par exemple les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir vos notifications pour Twitter si vous le souhaitez ou pour Google qui apparaissent dans OpenPass. Ensuite calendrier, contact, messagerie instantanée, communauté donc qui permet de créer des groupes, des sondages, etc. Ensuite suite de documents. Donc pour la suite de documents, si c'est pas développé par Linagora, on intègre un logiciel libre qui s'appelle OnlyOffice. Donc voilà. Ensuite, on a le corps d'OpenPass et en dessous, on a
Donc les briques qui permettent de gérer l'infrastructure. Donc toute l'infrastructure d'OpenPass, c'est du microservice. J'en parlerai un petit peu après, mais on se base sur les microservices, les conteneurs Docker, tout ça est orchestré par Kubernetes. On a aussi une partie d'intelligence artificielle pour avoir en fait genre au niveau de l'interface des suggestions qui sont faites au sein du réseau social d'entreprise, etc. Et donc voilà. Ensuite, on peut voir donc la possibilité via les API ouvertes de se connecter à un écosystème existant, donc se connecter à son annuaire, à une plateforme qui serait déjà existante ou à des applications historiques legacy. L'architecture globale, donc comme je l'ai dit, c'est une architecture de microservices évolutive et personnalisable. OpenPass, il est installable soit en info nuagique, soit public ou privé, soit sur vos propres serveurs de votre organisation. On a une architecture et un logiciel qui est développé de manière à être élastique et à permettre la prise en charge de plusieurs milliers d'utilisateurs. Et ensuite, on a une multitude d'API et de frameworks de développement qui sont disponibles. Donc voilà un peu à quoi cela ressemble. Donc là, on va voir par exemple, ça va être l'agenda, ça c'est la partie par exemple sur mobile, ça ressemble à ça. Donc il ne s'agit pas d'une application, c'est bien c'est une application web en fait, donc on n'a pas de clients ou d'applications concrètes qui sont sur Android ou iPhone. Tout se passe par navigateur. Tout est responsive, donc complètement adaptable. Si vous ouvrez OpenPass sur votre navigateur, sur votre téléphone, en mode comme ça va tout va s'adapter. Vous allez avoir l'impression d'être dans une application. Si vous ouvrez sur votre ordinateur, vous avez la totalité de l'écran qui est utilisé et tout est réorganisé de manière à faciliter l'utilisation. Donc voilà pour brièvement voilà à quoi cela ressemble. Et vous avez la possibilité en fait de le télécharger ou de l'utiliser en ligne. Donc open-pass.org et vous pouvez en fait vous avez une instance de démonstration que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Donc on a en haut la possibilité d'avoir accès aux différents modules qui sont activés et ensuite donc là on a la voie de réception, etc. Maintenant, je vais vous parler donc de Linto, notre deuxième projet qui est, selon nous, important dans le numérique éthique. Linto, c'est un assistant personnel en entreprise, 100% libre et gratuit et indépendant des GAFAM. Donc les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Apple, Microsoft. Donc le marché des assistants personnels pour les produits grand public dépendant des plateformes GAFAM, c'est le suivant. Donc on remarque qu'on a Google Home, Amazon Echo, Apple Siri Smart Speaker. Après, on a pour plutôt la partie intégrée au smartphone qui sont Google Assistant, Apple Siri, etc. Donc voilà ce qui à peu près existe en ce moment sur le marché. Donc Linto, où il se positionne donc dans la partie supérieure et droite du cadran, donc assistant professionnel et collaboratif open source. Il est 100% open source puisque il ne dépend pas du switch text de Google, de Microsoft ou de Samsung. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc parfois tous ces assistants là en fait se placent en fait dans le non open source parce que en fait elles utilisent des API de Google et de Microsoft. Et ensuite on a en bas en propriétaire les Amazon Echo et Google Assistant, etc. Donc Linto, c'est un assistant intelligent professionnel. C'est un assistant conversationnel qui a pour but en fait d'être placé au sein de la salle de réunion en entreprise et de favoriser en fait la collaboration et le travail et la productivité en entreprise et d'aider les employés en étant pilotés par la voix. On verra de quelle manière en fait on imagine qu'il s'intègre. Donc c'est à la fois un assistant personnel parce que il permet en fait du coup de gérer ses tâches personnelles comme agenda, contact, pense-bête, messagerie, courriel, etc. C'est aussi un assistant collaboratif parce qu'il via Linto on va pouvoir aussi créer des visioconférences, des recommandations, la prise de notes, etc.
Donc voilà comment on l'imagine. Linto au sein d'une réunion qui permet de contrôler à la fois les téléphones intelligents, la tablette murale, l'écran, le vidéoprojecteur, même les lumières. L'objectif, il faut savoir que c'est un projet de recherche pour l'instant. Donc je vous parlerai de la feuille de route plus tard. Donc on a pour l'instant il existe en un seul et unique exemplaire. Mais l'objectif est de le commercialiser et qu'il y ait une première version sorte en fait au courant de l'année 2019. Donc voilà. Donc tout il est 100% open source, c'est-à-dire que même les plans au niveau de son design, matériel, etc. Tout est open source. Donc vous pouvez récupérer toutes les informations et créer votre propre Linto chez vous. Sur nous, notre version de démo, on utilise un Raspberry et ça c'est assez peu cher en fait. Ce sera pas forcément ça qui va être utilisé dans la version en production, mais pour là on fait de la recherche et du développement, donc on a quelque chose pour limiter les coûts tout simplement. Donc l'ambition de Linto, c'est de proposer une offre open source française d'assistants pour les réunions d'entreprise. Donc ça propose des fonctionnalités conversationnelles, donc afin d'assister les employés dans leurs activités à propos collaboratives, etc. au sein de la salle de réunion. Ensuite, on vous propose aussi exactement un assistant qui est respectueux de la vie privée. Donc, les données personnelles sont protégées telles que le préconise le RGPD, qui est un règlement qui est sorti récemment en Europe sur la protection des données personnelles. Et ensuite, on a aussi l'ambition d'avoir un assistant personnel qui est adaptatif, avec plusieurs modalités d'interaction qui sont supportées afin de s'adapter aux différentes personnes âgées, personnes plus jeunes, personnes handicapées, etc. Et aux différents périphériques, c'est-à-dire que possibilité d'avoir un Linto au sein d'une salle de réunion, mais aussi d'avoir un Linto sur son portable si on en a envie. On n'est pas obligé on n'est pas limité à l'objet qu'on a vu tout à l'heure dans la salle de réunion. Après, on pourra installer Linto en fait sur différents types de périphériques physiques. Ensuite, on a l'ambition aussi de faire quelque chose d'ouvert. Donc, on est dans les logiciels libres, ça paraît assez logique. Donc, on offre un logiciel et tout cela en open source. Et ensuite, on a aussi l'ambition de faire quelque chose d'interopérable et extensible. Donc, pour ça, on utilise les standards ouverts. Donc, par exemple, on utilise WebRTC pour la visioconférence. Donc maintenant, je vais vous parler un peu spécialement j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure quand il y avait le graphique. On voyait qu'il y avait des assistants personnels qui n'étaient pas considérés comme open source parce qu'ils utilisaient le speech-to-text des GAFAM. Donc c'est là qu'il y a aussi la grosse plus-value de l'Inagora. C'est comment ça fonctionne un assistant personnel. On va avoir un utilisateur qui va parler à un assistant, à un outil. Ensuite, cet outil va récupérer ces données de parole et pour les interpréter, donc a besoin d'une solution de speech to text et avant de les analyser de manière plus formelle. Et donc la majorité des assistants personnels sur le marché, si ce n'est l'ensemble des assistants personnels, en fait utilisent les modules de Google, Amazon, Facebook, Samsung pour le speech to text. C'est-à-dire que l'utilisateur parle, ensuite les données sont envoyées dans les serveurs de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, et elles sont renvoyées et l'API de Google, Facebook, Microsoft, Amazon renvoie du texte qui ensuite peut être interprété. Nous, ce qu'on propose et ce qu'on redéveloppe, on redéveloppe un speech to text 100% open source dans lequel vous pouvez être maître de vos données et qui est indépendant des GAFAM. Donc, on va parler à Linto et ensuite, Linto va récupérer un son qui va être interprété par l'InSTT, donc l'In Speech to Text, qui est notre outil de speech to text développé par l'Inagora et qui se base sur Caldi et Talk. Ensuite, il peut être envoyé à OpenPass, notre plateforme collaborative, pour ajoute-moi quelque chose dans mon agenda, ajoute quelque chose dans mon Pamphlet, etc. Donc voilà. Là, on a deux exemples de sociétés qui utilisent et qui travaillent avec nous en fait sur ces projets-là, qui ont l'objectif en fait
de gagner en indépendance numérique. Donc on a par exemple EDF qui est l'équivalent d'Hydro-Québec mais en France, donc qui a travaillé sur un projet You Talk to Me, assistant de salle de réunion. Donc on a travaillé avec eux sur différents cas d'usage. Et on a aussi la Société Générale qui, eux, avait un projet d'aide à la navigation, etc. et répertoire vocal des utilisateurs. Il faut savoir que la Société Générale a vraiment une grosse politique sur l'utilisation. La Société Générale, pour ceux qui savent pas, c'est une banque française comme la BNC, etc. Et donc ils ont une véritable politique d'implémentation des logiciels libres au sein de leur système d'information, tel que Alexandre Zapolsky, le PDG de la société Linagora, donc le créateur de la société il y a 18 ans, vient d'être nommé à l'advisory board de cette banque, donc pour la partie TI et logiciels libres. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et de très significatif dans le monde des banques et même dans le monde industriel d'une manière générale. Voilà. Donc ensuite, voilà la feuille de route de notre projet Linto, dont l'objectif est de sortir un premier MVP courant 2019. Donc voilà, vous avez les contacts de Linagora, vous avez des cartes d'affaires